Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Vous écoutez le SJ Football Academy, votre rendez-vous football désormais bi-hebdomadaire, puisqu'on vous le rappelle, on passe à 2 émissions par semaine maintenant, une le lundi, une le jeudi. Il est 22h, pétante, et c'est une première pour moi en tant que présentateur. Je ne vous cache pas mon excitation. Sans plus attendre, on démarre avec notre traditionnel tour de table des chroniqueurs. C'est une première pour Florian, notre présentateur titulaire, qui aujourd'hui nous fait vivre le match Allemagne-Pays-Bas. Le destin de nos Bleus en dépend, on va y revenir. Bonsoir Florian. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Sympa la petite musique. Il nous cache un passeport espagnol dans la doublure de sa veste depuis un petit moment déjà. Notre spécialiste Liga est avec nous ce soir. Hola Hugo. Hola a todos, bonsoir Mathias, très heureux d'être là pour ta première à l'animation, ça me fait plaisir. Plaisir partagé Hugo, l'homme qui nous arrache des sourires à chaque prise de parole sera là ce soir pour notre plus grand plaisir. Bonsoir Thibaut. Hello boys and girls. C'est la définition même de l'objectivité au sujet de l'OM et du grand Diego Armando Lionel Erding Thauvin. Antoine est avec nous, salut Antoine. Salut Mathias, salut tout le monde, encore heureux d'être là. Et également avec nous ce soir, et c'est sa première, notre expert foot basque. Michel nous fait l'honneur de sa présence. Bienvenue à toi Michel. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Très heureux d'intégrer le J-Football Academy en espérant de nombreuses émissions. Eh ben, on l'espère également. Et pour finir, il est aussi dur sur l'homme que le son s'est mollet. C'est notre ami Baptiste qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment ça va Baptiste ? Très bien Mathias, très bien. Bonsoir à tous. Eh bien voilà, les présentations sont maintenant faites. Le programme du jour s'annonce chargé, messieurs. Et il sera bien évidemment question de l'équipe de France. Défait vendredi soir à Rotterdam, les hommes de Deschamps n'ont plus leur destin entre les pieds. On reviendra en détail sur cette défaite 2-0 avec vous. En parallèle, Flo, tu nous tiendras informés de l'évolution du score d'Allemagne-Pays-Bas. On le rappelle, ce soir, nous sommes tous allemands, puisque un nul suffirait aux petits copains de Memphis Depay pour nous priver du Final Four de la Ligue des Nations. Situation compliquée. Donc, grosse page équipe de France en perspective. On filera ensuite en Liga avec notre cher ami Hugo pour une chronique sur un bleu qui évolue de l'autre côté des Pyrénées. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et après cela, c'est la Ligue 1. Et Thibaut, tu vas nous mettre en lumière un club dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait pourtant un parcours très honorable cette saison. De qui s'agit-il déjà ? Il s'agit du FC Nantes. Eh bien, on s'en délecte d'avance. Puis ensuite, donc, on quittera la Ligue 1 pour rappeler les principaux résultats de la Ligue des Nations avec Antoine, avant de terminer, bien entendu, sur notre traditionnel quiz. Donc, sans plus attendre, on passe à l'équipe de France. Jingle. Et on va donc revenir sur cette défaite des Bleus face aux Pays-Bas vendredi soir sur le score de 2-0. Pour le compte de la 5e journée de Ligue des Nations, la bande à Deschamps n'avait besoin que du point du nul pour s'assurer une place dans le Final Four. Eh bien messieurs, c'est raté. Une attaque stérile, une défense trop fragile ont permis à des Hollandais très bien en place de s'imposer de la plus logique des façons. En ce qui concerne les buteurs, Wijnaldum, le Red de Liverpool est venu ouvrir le score juste avant la pause, avant que Memphis ne parachève le succès orange d'une sublime Panenka dans le temps additionnel. Très, très farceur, très, très provocateur ce Memphis. Donc avant d'avoir votre avis sur ce match, messieurs, je vous laisse écouter le micro-trottoir de Baptiste réalisé cet après-midi. Eh bien Mathias, oui, je suis allé cet après-midi à la rencontre des Lillois pour leur demander ce qu'ils avaient pensé de ce match Pays-Bas-France, où la France a été plus que malmenée, on peut le dire. Je leur ai tout d'abord demandé qu'est-ce qu'ils avaient pensé de la prestation de nos Bleus. C'était une image de l'équipe qu'on avait avant qu'elle soit championne du monde, la mauvaise image. On a retrouvé ce qu'on n'aime pas de l'équipe de France, c'est-à-dire elle se cherche, elle est attentiste. Voilà, on s'est fait chier, quoi, clairement, faut le dire, pendant 90 minutes. Il n'y a rien eu. Il y a eu une tête de Griezmann, je crois qu'Adresse, c'est tout. Donc décevant. Et puis même l'organisation, ils étaient perdus. Voilà. Un peu comme d'habitude, en fait, c'est peu d'action, peu de jeu. Mauvais match, hein. Pas super, c'était un peu décevant tout seul le jeu, ils n'ont pas répondu aux attentes. Puis on attendait un peu mieux puisque comme ils sont champions du monde. Et là ils n'ont pas été bons, en plus c'était un match décisif. Je leur ai ensuite demandé qu'est-ce qui pour eux expliquait cette contre-performance.
Non, je pense que c'est un peu comme l'expliquait Hugo Lloris, c'est un peu le coup de mood après Coupe du Monde. C'est vrai que toutes les équipes veulent absolument les battre. Et puis les Pays-Bas ont tout fait, ils ont été dans une euphorie. Et puis les Français, ils n'ont plus mordant qu'on leur a connu pendant la Coupe du Monde. Et peut-être que Deschamps doit trouver du renouvellement. En tout cas, ce match est la preuve qu'il devra trouver du renouvellement à l'avenir. Il ne peut plus se voiler et les joueurs ne sont plus protégés par leur statut de champion du monde. Bah, je pense que c'est un peu un relâchement. Et puis en même temps, les Pays-Bas, ils étaient sur une bonne série. C'était une équipe en confiance. Et puis l'équipe de France, ça fait depuis quelques matchs, ils ont un peu des lacunes défensives. Là, il leur manquait Paul Pogba au milieu. Alors je pense que c'est plein de petites choses comme ça qu'ils ont fait, qu'ils ont joué dans la donne. Puis en fait, ce qui est bien avec cette défaite, ouais, Lloris, ça a été bon, c'est que ça va un peu, tu vois, là, on descend de notre nuage, quoi. C'est bon, on est champion du monde. Mais là, notre équipe, ouais, ça va pas le faire, quoi. Si on continue à jouer comme ça, il y a des joueurs, ils n'ont pas leur place, quoi. Alors Pavard, bon, il nous a mis le but, on est content, mais il est nul, quoi. Enfin, non, mais il est nul. Nzonzi, Pavard, Kimpembe, Lucas Digne, je sais même pas encore s'il fait en équipe de France. Ma voisine d'en face, elle joue mieux au foot que lui. Puis après, il faut relativiser, il manquait des joueurs. Il n'y avait pas Pogba, il n'y avait pas Umtiti, il n'y avait pas Hernandez également. Mais ce qui est aussi beaucoup revenu dans les témoignages que m'ont laissé ses supporters, c'est une très forte impression que leur a laissé l'équipe des Pays-Bas. Après, je crois qu'il faut surtout aussi mettre en avant la performance des Pays-Bas, qui a vraiment été très bien jouée. Et c'est vrai que moi j'ai surtout été impressionné par les Pays-Bas en fait, parce que ça fait quand même quelques années qu'en fait on a l'impression qu'ils étaient au fond du trou. Et au final, j'ai retrouvé une génération de joueurs que je connaissais pas et qui semblent avoir un gros potentiel. Enfin, on connaissait déjà même Fils de Paille, mais Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, franchement, je les ai trouvés pas impressionnants. Surtout qu'ils sont très jeunes et c'est des joueurs d'un championnat mineur, on va dire. Et pour terminer, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de cette élimination en Ligue des Nations, si c'était dramatique pour eux. Après, je crois qu'il faut surtout aussi mettre en avant la performance des Pays-Bas, qui a vraiment été très bien jouée. Et c'est vrai que moi j'ai surtout été impressionné par les Pays-Bas en fait, parce que ça fait quand même quelques années qu'en fait on a l'impression qu'ils étaient au fond du trou. Et au final, j'ai retrouvé une génération de joueurs que je connaissais pas et qui semblent avoir un gros potentiel. Enfin, on connaissait déjà même Fils de Paille, mais Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, franchement, je les ai trouvés pas impressionnants. Surtout qu'ils sont très jeunes et c'est des joueurs d'un championnat mineur, on va dire. Bon, merci Flo pour cette erreur technique. Donc on va finir par le fait que s'ils ont pensé que cette élimination était dramatique en Ligue des Nations. Non, c'est pas dramatique. Il vaut mieux qu'on soit champion du monde et qu'on soit éliminé de la Ligue des Nations. Parce que la Ligue des Nations, c'est pas. Peut-être que dans certaines années, ça prendra un élan et ce sera peut-être mieux, mais pour l'instant, j'avoue que ça me passionne pas. Je peux pas m'empêcher de me dire que je regarde un match amical, mais en un peu mieux, quoi. Bah grave, je pense pas. Là pour cette année, déjà une victoire en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose. Et puis la Ligue des Nations, c'est la première fois que ça se joue. C'est pas encore une série, enfin c'est pas encore une coupe très prestigieuse. Après non, c'est pas grave, mais bon, faut en tirer des leçons, quoi. Bon, donc voilà, vous avez un petit peu le topo sur ce que nos auditeurs ont pensé de ce match raté de l'équipe de France, hein, des propos assez durs, mais finalement plutôt juste. Avant d'entamer le débat, on va simplement faire un petit point avec Florian sur le match Pays-Bas-Allemagne. Alors juste avant, on va couper évidemment les notifs Facebook, ce sera préférable. Petit point effectivement, Mathias, merci de me lancer là-dessus. Allemagne-Pays-Bas, 2-0 pour l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, pour l'instant, nous permet de nous qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. L'Allemagne qui n'avait pourtant rien à jouer dans ce match, qui était d'ores et déjà reléguée en Ligue B. L'Allemagne joue le jeu puisqu'elle mène 2-0 grâce à des buts signés Werner et Sané en première mi-temps. On joue la 68e minute de jeu et le score ne bouge toujours pas. Les Pays-Bas qui doivent marquer 2 fois pour se qualifier. Donc pour l'instant, c'est l'équipe de France qui rejoint la Suisse, le Portugal et l'Angleterre au Final Four de la Ligue des Nations. Eh bien, formidable. Ça, c'est une bonne nouvelle. On aime ça. Donc, messieurs, ma question va être simple. Hein. Effectivement, on va revenir un peu sur le France-Pays-Bas de vendredi dernier. La France, sachez-le, n'avait plus perdu depuis 9 mois. C'était en amical face à la Colombie. Elle stoppe ainsi une série de 15 rencontres sans la moindre défaite. Je vous pose la question, messieurs, est-ce inquiétant ? Alors, moi, personnellement, déjà, je ne trouve pas ça inquiétant. C'est forcément une contre-performance, ça déçoit, ça peut éventuellement faire peur à certains, mais
on peut pas tout remettre en cause, on peut pas remettre une Coupe du Monde gagnée en cause juste à cause d'un match perdu, alors qu'en fait, il avait déjà beaucoup d'absents, beaucoup de tauliers, de titulaires indiscutables, comme Pogba, comme Umtiti, comme Hernandez, qui n'étaient pas à leur poste. On a mis des personnes beaucoup moins expérimentées à leur place, et forcément, ça pose des problèmes. Mais pour moi, il y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Je sais que les autres chroniqueurs autour de la table ne sont pas forcément d'accord avec moi sur ce sujet. Et en tout cas, je suis très d'accord avec toi, Thibaut, parce que ça vient du fait qu'on ait de nombreux absents, mais aussi que les Pays-Bas ont hyper bien joué. Il faut saluer quand même la performance des Pays-Bas qui est de très haut niveau. Le petit Frankie de Jong et Matthijs de Ligt qui ont fait un match énorme. Virgil van Dijk derrière, ça a été très solide. J'ose pas parler de Depay parce que c'était énorme. Donc je pense que c'est plus ce soir les Pays-Bas qui ont fait déjouer la France plutôt que la France qui a déjoué. Et ben moi, les amis, cette équipe de France, je vais pas dire qu'elle m'inquiète, mais que c'est des signes qu'on voit depuis plusieurs mois, des signes de manque d'envie parfois, qu'on a vu depuis la Coupe du Monde, mais surtout de manque de plan de jeu, moi, qui m'ont frappé avec cette équipe. Pour moi, on est une équipe de France qui, en première mi-temps, a quasiment refusé de jouer, qui ne faisait que défendre dans ses 30 mètres sans proposer aucune projection, aucun jeu. Et moi, ça m'a vraiment fait mauvaise impression. Alors, Baptiste, j'ai une statistique qui va dans ton sens. Je vous donne la statistique. Les Bleus ont subi 18 tirs face aux Pays-Bas. Hein. C'est une statistique énorme. C'était pas arrivé depuis la demi-finale de l'Euro 2016 face à l'Allemagne, on s'en souvient. Thibaut, tu as quelque chose à dire? Non, mais je vous disais que c'était pas inquiétant, mais quand on regarde le score, 2-0, ça fait forcément mal. Mais en y réfléchissant, le score aurait quand même pu être beaucoup plus lourd, parce qu'on a eu quand même une performance magistrale du Golioris qui a sorti des parades super. Et ça te rassure que Hugo Lloris soit obligé de faire 7 parades dans un match. 9 arrêts vendredi soir, messieurs, total le plus élevé pour un gardien en bleu depuis 10 ans. Je dis qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter du fait de tous les absents qu'il y avait, et puis aussi qu'on n'a pas à remettre en cause tout un plan de jeu qui a gagné la Coupe du Monde, juste sur une contre-performance qui, en plus, est liée à la très belle performance de l'équipe des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'une équipe des Pays-Bas, je pense que l'équipe des Pays-Bas qu'on a affrontée là, elle était meilleure que l'équipe d'Argentine, par exemple, qu'on a pu avoir pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est certain. Donc forcément, faut mettre en lien aussi pour moi, le plan de jeu pendant la Coupe du Monde, c'était un plan de jeu qu'on connaît, avec un bloc bas et jouer sur les phases de transition. Et c'est quelque chose qui a fonctionné, parce que c'est des plans de jeu qu'on peut voir par exemple dans certaines équipes en Europe, comme l'Atlético Madrid, qui est basé sur un bloc défensif bas, très compact, mais avec une très très forte envie, avec une grinta. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu ne mets plus ça, où tu ne mets plus cet ingrédient qui est très très important, et pour moi, avec ce système de jeu, c'est impossible de battre une équipe qui va être d'un niveau à peu près équivalent à la tienne. Et une fois que la France était menée, on s'est dit mais comment ils vont réussir à marquer, parce qu'on ne voyait pas comment ils étaient capables de prendre le jeu à leur compte dans ce match. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant. Après, Baptiste, pour défendre ce que disait Thibaut, qui est pas vraiment inquiet, il faut dire que face aux Pays-Bas, il manquait quand même des joueurs. Il manquait. Oui, c'est sûr, il y avait des absents. Pour moi, c'est Presnel Kimpembe qui est responsable sur le premier but, on ne sait pas ce qu'il fait, qui se trouve un petit peu. Et puis, il manquait aussi un joueur qui est Paul Pogba, et le taux de victoire de l'équipe de France avec Paul Pogba est beaucoup plus élevé que sans. C'est le maître à jouer. Ça a été notre meilleur joueur pour moi lors de la Coupe du Monde, et son absence s'est clairement fait ressentir. Il n'y avait pas de transition entre la défense et l'attaque. Ça a été compliqué. On n'a eu quasiment aucune occasion dans ce match. Donc, on n'était pas au complet, pour défendre un peu les Bleus. Oui, mais alors Flo, ce qu'il faut aussi dire tout de même, c'est que la stratégie de Deschamps, elle a toujours été la même. Ça a été de tout pour la gagne. Vraiment, c'est cette grinta dont tu parlais, Baptiste. Et là, justement, les ingrédients n'y étaient pas. Alors même si, Deschamps, ça fait maintenant 5-6 ans qu'il est là, il a dû avoir affaire quelques changements plusieurs fois, etc. Mais il s'en est toujours sorti avec pour objectif simplement la gagne, quelle que soit la manière. Aujourd'hui, même s'il a manqué des joueurs aux Pays-Bas, c'était un match capital. La France avait besoin simplement d'un nul pour filer dans le Final Four, et c'est manqué. Donc, est-ce que c'est pas... Franchement, capital, je pense que c'est un mot un petit peu fort au vu du contexte. Pour revenir au caractère inquiétant de la défaite, l'objectif, c'est quoi ? À court terme, l'objectif, c'est l'Euro 2020.
Donc une défaite contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, je pense pas que ça soit vraiment inquiétant dans l'optique justement de cet Euro. Ok, dans le jeu, peut-être que Deschamps n'arrive pas à mettre en place quelque chose d'alléchant, mais il a déjà prouvé que sur une compétition, ça pouvait marcher, comme il l'a fait à la Coupe du Monde. Donc malheureusement, pour les amoureux du beau jeu, on va encore se coltiner, entre guillemets, Deschamps jusqu'à l'Euro. Voilà. Mais ça marche et voilà. Enfin, Noël Le Graët va pas virer Deschamps parce qu'on aura fait des mauvaises performances en Ligue des Nations. Mais de toute façon, est-ce que cette défaite, elle est pas bien justement, ça nous permet de nous remettre en question. Va falloir quand même qu'on évolue. On a l'Euro qui arrive assez vite, tu l'as dit. Donc cet Euro, il est quand même dans 2 ans. La qualification, elle sera, je pense, facile. Mais il va falloir évoluer parce que les équipes nous attendent. Elles commencent à connaître notre jeu. Et il va falloir penser aussi à remplacer les joueurs qui commencent à vieillir. Giroud, il sera peut-être encore opérationnel à l'Euro. Beaucoup demandent sa sortie d'ailleurs. Matuidi, ça sera sûrement sa dernière compétition. Il faut aussi penser à l'avenir. Je pense qu'il faut vraiment tout repenser, garder cette grinta, comme vous le disiez si bien, mais apporter quelque chose de nouveau dans le jeu de l'équipe de France. Oui, je suis plutôt d'accord avec Michel. Pour revenir à ce que tu disais, Hugo, moi, c'est pas tellement la défaite au sens de on perd un match qui m'inquiète, c'est la manière avec laquelle on perd ce match. C'est le fait que Deschamps, il est très très conservateur dans son système et dans sa méthode de jeu. Et pour moi maintenant, plus ça va aller, plus les équipes qui vont arriver en face de nous, déjà elles voudront nous battre parce qu'on est champion du monde, mais en plus elles vont commencer à comprendre comment on joue, à comprendre qu'on s'appuie beaucoup sur des individualités devant comme Mbappé qui vont très très vite. Les défenseurs vont commencer à savoir comment l'appréhender. Et pour moi c'est un souci ça, parce qu'on ne se renouvelle pas tactiquement et par les joueurs, et donc on risque d'arriver à l'Euro 2020 et d'avoir une belle surprise comme on pu l'avoir des nations qui se sont pas renouvelées par le passé, comme l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Ouais, c'est pas faux, je suis assez d'accord avec toi, Baptiste. Moi j'ai vraiment peur qu'on finisse comme l'Allemagne à la Coupe du Monde, je vous le dis. Bon, après on a quand même des joueurs qui sont quand même plus jeunes à mon avis. Ils sont plus jeunes, mais il y en a beaucoup en fin de cycle qu'il faudrait remplacer. Messieurs, l'émission c'est 1 heure, on doit être précis, on doit être concis, on passe tout de suite au point Allemagne, Pays-Bas, avec toi, Florian. Et oui, Mathias, toujours 2-0 pour l'équipe d'Allemagne, alors qu'à l'instant, on a un coup franc néerlandais qui est repoussé par la défense allemande. Les Pays-Bas qui n'arrivent toujours pas à trouver la faille dans cette rencontre. Un seul petit tir cadré pour les hommes de Koeman, dont le prénom m'échappe tout d'un coup. Ronald Koeman, ouais, un trou tout à coup. Voilà, 2-0, il reste 15 minutes à jouer. Et pour l'instant, donc c'est toujours l'équipe de France qui est qualifiée pour le Final Four. On croise les doigts. En juin, on croise les doigts évidemment. Nous sommes allemands ce soir. Eh bien, effectivement, ça n'arrive pas qu'à nous. Une petite défaite inopinée au mauvais moment. Donc, on vient de revenir sur cette défaite. Voilà, est-ce inquiétant, est-ce pas inquiétant? On a fait à peu près le tour de la question. Bon, la défaite, c'est un groupe qui est responsable de cette déroute. Hein. Effectivement, c'est l'équipe de France qui a perdu. Pourtant, certains joueurs sont pointés du doigt. Voilà, on l'a vu également dans le micro-trottoir. On pense notamment à Steven Zonzi, fautif sur le premier but, Lucas Digne, qui assure assez moyennement l'intérim côté gauche, ou encore Pavard, qui est critiqué depuis quelques temps. Il a du mal à digérer cette Coupe du Monde. Donc, quel a été pour vous le plus gros flop français vendredi soir? Et pourquoi, messieurs? Michel? Je pense que c'est difficile de sortir un joueur dans ce collectif, parce que l'équipe de France, on a vu que c'est un collectif. Donc, moi, mon flop, pour moi, ça va être le collectif. Donc, si je dois sortir un joueur, bien sûr, ça va être pour moi Dembélé, qui a fait vraiment une entrée catastrophique, qui n'avait pas d'envie sur le terrain. Et peut-être Kimpembe, qui est encore un peu pas au niveau, je pense, international pour l'instant. Et Kanté, que j'ai trouvé vraiment en retard sur toutes ses interventions. Antoine, ouais, vas-y. Alors, si j'avais un flop, pour moi, ce serait Mbappé, étonnamment. Parce que Mbappé, on voit qu'il est assez performant finalement contre les petites et moyennes équipes. Enfin, contre les grosses équipes aussi, mais dès qu'il tombe sur un gros défenseur, quand une défense a un plan tactique sur lui, c'est fini, on voit plus Mbappé. On l'a vu avec le PSG contre Naples. Quand Koulibaly s'est mis dessus, on le voyait plus du tout. Il était obligé de s'excentrer, d'aller jouer sur le côté gauche pour toucher du ballon. Là, on a vu qu'il était très très bien marqué par les Pays-Bas. Et encore une fois, il n'a pas réussi à trouver la solution. Et on l'a pas vu du match. C'est sûr qu'avec Van Dijk sur le dos, pas simple oui, mais c'est aussi, pour le jeune Français. Français. Aussi à lui de venir décrocher et d'apporter des solutions. Parce que ça arrivera de plus en plus. Ça fait 2 ans qu'il fait le même coup à tout le monde, qu'il prend tout le monde de vitesse avec ses dribbles. Certes, il est exceptionnel, ce joueur. Mais s'il veut encore progresser, il faut qu'il apprenne à se démarquer des grands défenseurs. Ouais, il a un statut à assumer maintenant.
Ouais, mais sa performance, je pense, elle a vachement été influencée par l'absence de Pogba. Mbappé, c'est pas un leader sur le terrain, c'est un leader technique, mais il a besoin d'un leader de groupe à côté de lui. Et vraiment, l'absence de Pogba, qui pour faire le liant entre la défense et l'attaque, a vraiment pesé. Et pour revenir à ce que tu disais sur la défense, sur Mbappé. Je pense que en Europe, voilà, il n'y a pas que des gros défenseurs et il y aura pas tout le temps en Ligue des Champions un gros plan anti-Mbappé comme il y a pu avoir, je sais pas, avec, tu disais Naples avec Koulibaly ou là les Pays-Bas avec De Ligt et Van Dijk. Je pense que non, c'est pas inquiétant pour les performances futures d'Mbappé. Et le truc par contre que je trouve un peu inquiétant, c'est que le point noir, on va dire, c'est que j'ai l'impression sur ce match, en tout cas, qu'on a créé en l'espace de quelques sélections une Mbappé dépendance. Alors vous allez peut-être me critiquer sur ce point et pas être d'accord, mais c'est vrai que on l'a vu, il était un peu inhibé. Vraiment dans ce match, il était vraiment pas à son meilleur niveau. Il a eu du mal à trouver des solutions. Et bizarrement, offensivement, on trouvait pas de solution. On l'a vu hyper impactant. Par exemple, comme disait Michel, c'est une déroute collective avant tout. Moi, je suis d'accord avec toi sur les derniers matchs. On compte beaucoup sur lui et on dépend beaucoup de lui pour débloquer les situations dans des matchs compliqués. Après, je dis pas qu'on est totalement dépendant de lui et que c'est de sa faute si on perd, mais offensivement, on compte beaucoup sur lui. Là aussi où je suis pas d'accord, c'est que Mbappé quand même il a été sevré de ballons, hein. Il a pas touché, il a touché une dizaine de ballons. Donc s'il a pas, ça a lui de venir les chercher. 9 ballons en seconde période, c'est 9 ballons en seconde période, mais si justement au milieu on n'arrive pas à lui transmettre le ballon, ça va être difficile de venir tout faire. Hein. Tu parlais Thibaut de Mbappé dépendance, mais il peut pas faire tout seul le boulot. Hein. Donc c'était de sa faute la défaite. Bien sûr. Hein. Bon alors en tout cas, on l'a vu, naufrage collectif où certains joueurs sont peut-être visés. On verra en tout cas réaction attendue demain soir face à l'Uruguay. Pour rappel, les valeureux quarts de finalistes 2018 restent sur 3 défaites consécutives. Contre le Brésil, ça va encore. Contre la Corée du Sud et le Japon, ça va beaucoup moins. Messieurs, comment aborder ce match et les matchs à venir ? Comment aborder les matchs à venir ? Déjà, on va voir est-ce que ça concorde, Mathias, est-ce que tu sais si ça concorde avec le retour de certains blessés ? Non, du tout. Pas. On a annoncé quelques changements. Il me semble que Ferland Mendy, des changements dans la compo, des changements dans la composition, ouais. Mais Ferland Mendy, je sais pas vraiment si ça peut apporter. On a vu quand même une grosse faiblesse de Digne, donc après ça peut peut-être sauver la mise, mais de toute façon il va pas y avoir de grands remplacements tactiques. Ndombele est titulaire normalement pour ce match, ouais. Ça peut être intéressant. Didier Deschamps qui fait des changements tactiques. Et Fekir, peut-être Fekir aussi à la place de Griezmann. Enfin, il y a 2 ou 3 changements normalement. Ce sera soit Ferland Mendy, soit Digne côté gauche, soit Ndombele, soit Nzonzi aux côtés de Kanté au milieu. Et donc en mettre à jouer Griezmann ou Fekir. Après là, ce qui va être intéressant dans le match contre l'Uruguay, ça va être comme à la Coupe du Monde, c'est que l'équipe de France, elle tombe contre une équipe qui joue comme elle, qui va attendre derrière. Et donc moi, c'est ce qui m'avait vraiment intéressé dans ce match à la Coupe du Monde. Je m'étais dit, dans les autres matchs, ça passait parce qu'on avait des équipes qui jouaient différemment. Enfin, dans les autres grands matchs qu'on avait eu avec donc l'Argentine avant, même si les matchs de poule c'était des équipes plus faibles, donc moins joueuses. Donc c'est vrai que là on avait eu beaucoup plus du mal et je m'étais dit l'Uruguay, c'est la pire équipe pour nous, on se disait ça. C'est ça, on s'est dit vraiment c'est mauvais pour nous, genre il vaut mieux jouer le Brésil presque. Et au final c'était passé sur un match difficile mais où on avait été plus réaliste qu'eux. Donc demain ça sera un peu le même type de match et si on n'a pas la grinta et le réalisme de la Coupe du Monde ou si d'un seul coup on ne sait pas pourquoi Deschamps se met à créer un plan de jeu et que notre équipe produit du jeu, peut-être que ça pourra marcher. Mais je pense que peut-être que sur la forme du moment, l'Uruguay sera meilleur que nous à ce jeu-là. Et c'est peut-être le moment de tester des choses. Je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui joue comme nous, tu l'as dit. Donc peut-être être plus offensif. Peut-être mettre un Mbappé dans l'axe avec un Griezmann derrière. C'est peut-être aussi un moyen d'essayer de travailler un peu ces automatismes qui manquent encore entre les deux parce que leur relation elle est vraiment pas bonne pour l'instant. Repasser avec un vrai ailier gauche aussi et enlever Matuidi de ce poste où il joue entre le poste d'ailier et le poste de milieu gauche. C'est pas Matuidi que j'enlèverais le plus parce que Matuidi il amène quand même un équilibre assez. Je dirais pas l'enlever mais peut-être le replacer différemment. Changer de dispo alors. Ouais. Alors en tout cas Didier Deschamps qui dans cette émission et ailleurs a été pas mal critiqué dans le passé pour ces absences de changement tactique, peut-être parfois un petit manque d'audace. Voilà, on va pas se le cacher. Parfois c'est un peu frileux ce qu'on aborde. En tout cas là du changement est annoncé et je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà.
Donc, c'est normal de faire du changement même, dans un match amical. Ouais, mais même, on a déjà vu des matchs où c'était plutôt plat et il nous ressort la même équipe, ça le dérange pas. Bon, hein, après, rien ne dit qu'il va pas sortir la même sauce avec un 4. C'est quoi, c'est 4-2-3. Il va le ressortir, je pense. Et là, l'enjeu, c'est surtout de tester des nouveaux joueurs en vue de l'Euro 2020. Donc, je vois pas pourquoi il ferait pas jouer Ferland Mendy à gauche. Ce serait une bonne solution de l'intégrer sur un match amical. Et ensuite, d'enchaîner avec un milieu Ndombele Kanté. Pour tester, de toute façon, il faut tester des choses. On va pas tarder à arriver dans des matchs décisifs, les matchs de qualification pour l'Euro 2020, puis ensuite l'Euro 2020. Donc, il faut absolument tester des choses. Bon, en tout cas, merci messieurs pour vos retours. On espère une victoire de l'équipe de France face à l'Uruguay. Et en attendant, on retourne avec toi, Flo, pour savoir si tout se passe bien toujours du côté de Schalke, la Veltins Arena pour ce match. Et oui, tout se passe bien. La qualification qui se rapproche pour l'équipe de France et la réduction de l'écart à l'instant, messieurs, des Pays-Bas. La frappe est signée Bruma, il me semble. Alors, je ne suis pas sûr du tout du buteur. Le buteur, c'est Quincy Promes. Je m'excuse. Quincy Promes, 85e minute, qui redonne espoir aux Pays-Bas. Ça va être compliqué. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon qui est ressorti, mal ressorti par la défense allemande. Derrière, on a la récupération de Kenny Tété qui va ensuite. La frappe entrée de surface de Quincy Promes. Neuer, impuissant, frappe enroulé, petit filet. C'est parfait. 2-1. Un but, on est éliminé, c'est ça. Effectivement. Si les Pays-Bas marquent, les Pays-Bas sont qualifiés pour le Final Four. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Mathias, évidemment, je vous tiens au courant de l'évolution de ce match. Merci à toi, Flo. On va suivre cette fin de match avec attention et tension même, parce que 5 minutes, un seul but suffirait à nous éliminer. Effectivement, ça ferait pas plaisir. Hein. Donc, on reviendra vers toi au fil de l'émission. Il reste 5-6 minutes dans ce match. Et il est à présent temps pour nous de refermer cette longue page d'équipe de France et de partir en Espagne avec la Liga. Jingle. Florian, un peu de sérieux. Et Hugo, en tant qu'amoureux du football espagnol, tu voulais nous décrypter la situation d'un Français au FC Barcelone, c'est ça? Ouais, Ousmane Dembélé, évidemment. Et t'avais peut-être pas fini. J'avais peut-être pas fini, voilà. Excuse-moi. Je te pose des questions. C'est moi qui fais moi le problème. C'est de ma faute. Donc, arrivé en août 2017 pour un montant astronomique de 105 millions d'euros hors bonus, sacrée somme, hein, cet immense espoir a tout pour réussir à en connaître ses qualités, mais le champion du monde irrite l'encadrement du club et divise en Catalogne. On lui reproche notamment son irrégularité et ses retards. Vous l'aurez reconnu, il s'agit évidemment d'Ousmane Dembélé, tu viens de le dire. Spoilé. Et Hugo, donc, qu'est-ce qui ne va pas pour lui? Ouais, donc je vais parler un peu de sa situation avant et on pourra ensuite peut-être débattre tous ensemble pour voir ce que vous en pensez. Avec plaisir. Alors Dembélé, il faut déjà dire que son début de saison, il était excellent. Ça a commencé avant même la reprise du championnat puisqu'il est arrivé une semaine en avance avant le retour des entraînements. Donc déjà, il a marqué beaucoup de points. Dans les premiers matchs, c'est un joueur en qui Valverde avait beaucoup confiance. Il l'a titularisé à plusieurs reprises et il a fait un très bon début de saison au niveau comptable aussi. Il a marqué beaucoup de buts et des buts importants. Je pense par exemple à un but à Valladolid dans un match très difficile où le Barça vient gagner 1-0 sur un terrain très compliqué. C'est Dembélé qui vient sauver un peu la mise. Dans une période aussi où le Barça était en difficulté, il y a eu plusieurs accros en championnat. Plus récemment, c'est lui qui vient sauver le Barça au Rayo Vallecano, alors que le Barça était mené 2-1, il marque le but du 2-2 et le Barça s'impose 3-2. Mais le début des problèmes, ça a été ce match face à Séville, le fameux match où Messi se blesse au bras, au radius, pour être plus précis. On le rappelle, 3 semaines d'indisponibilité pour une fracture au bras droit, effectivement. Ouais, mais il est revenu, Léo, il a joué contre le Betis. Donc ce match face à Séville, Messi se blesse, Valverde appelle Dembélé, c'est un choix logique pour remplacer Messi. Et Dembélé fait un match exécrable, un peu à l'image de son entrée face aux Pays-Bas l'autre jour, terriblement mauvais.
Il s'est attiré les foudres de Valverde, qu'il a un peu descendu ensuite en conférence de presse. Rakitic aussi lui a dit qu'il avait mis trop de temps pour entrer sur le terrain. Enfin voilà. S'en est suivi dans les semaines d'après des non-titularisations de Dembélé. On a vu Rafinha notamment, quelque chose totalement improbable, remplacer Messi sur le terrain à la place de Dembélé. Et encore plus récemment, le Barça, alors que le groupe s'entraînait, constate donc l'absence de Dembélé à l'entraînement. Évidemment, le club essaye de joindre Dembélé, parce qu'il ne les avait pas prévenus. Et en effet, Dembélé répond 1h30 après le début de l'entraînement, comme quoi il était en retard. Non, qu'il n'était pas en retard, pardon, qu'il était malade et qu'il avait une gastro-entérite et qu'il ne pourrait pas être présent à l'entraînement. Donc ça peut passer quand on joue, je sais pas, en district ou en championnat amateur. Mais quand on joue au Barça et qu'on est professionnel, ça passe pas, surtout avec l'importance des médias en Catalogne, Sport et Mundo Deportivo. L'info, elle est sortie dans les 2 jours qui ont suivi. Et c'est très important pour les sociaux du Barça. Donc, c'est très facile d'entacher une popularité. Et voilà. Donc, le problème de Dembélé, il est là aujourd'hui. Il a un comportement qui plaît pas du tout au club, ni à son entraîneur, ni à ses coéquipiers. Son entourage pose problème également, puisqu'on peut constater qu'il est mal entouré et que l'importance de l'entourage est presque aussi importante que les performances des joueurs en club. Donc voilà un peu pour mon avis sur Dembélé. Messieurs, je vous interromps. La mauvaise nouvelle, l'égalisation des Pays-Bas qui viennent d'égaliser. Et voilà. Quelques minutes seulement après leur réduction. Je parle de Dembélé, ça porte la poisse. C'est le capitaine Virgil van Dijk qui vient d'égaliser pour les Pays-Bas. Et les Pays-Bas qui reprennent leur place dans le carré final. On revoit l'action avec sur le côté droit. On voit ce centre, messieurs. Je ne vais pas me tromper, cette fois-ci, c'est Babel qui centre côté droit. Et voilà, et derrière le ballon qui revient sur Van Dijk. Van Dijk qui crucifie Neuer. 2 buts partout. Il reste du temps. On rentre dans le temps. C'est Tony Villena qui centre. Additionnel. Excuse-moi. On est dans le temps. On rentre dans le temps additionnel. 2 partout, donc, entre l'Allemagne et les Pays-Bas. 4 minutes de temps additionnel. Très cruel, très cruel pour l'équipe de France, mais dans un sens, on ne voit pas le match, mais c'est plutôt mérité pour les qui ont eu le mérite d'aller s'arracher. Bon. On en débattra peut-être un autre jour, pourquoi pas mercredi, on vous le rappelle, mercredi, émission 21h. Voilà, soyez présents. En tout cas, merci Hugo, malheureusement on a été interrompu. Ouais, ils m'ont coupé dans mon élan. Est-ce que tu avais terminé ? J'avais terminé sur le gong, mais j'avais terminé. Formidable, effectivement, la situation est très complexe pour El Mosquito. Ouvrons le débat, messieurs, selon vous, Ousmane Dembélé est-il un flop au Barça, tout simplement ? Moi, je pense que le Barça, c'est un joueur de talent, on l'a vu à Dortmund, mais pour moi, il est parti un peu tôt. Et c'est un joueur qui est très jeune, mais surtout qui n'a pas le professionnalisme que peut avoir, par exemple, Kylian Mbappé, ou qui est professionnel dans ses attitudes à l'entraînement, qui a une hygiène de vie correcte, je pense, bien meilleure que celle de Dembélé. Dembélé, il lui manque encore un peu... Il lui manque cet apprentissage de la vie de footballeur. Et pour le moment, il n'a pas encore pris, comme lui ont fait remarquer certainement ses coéquipiers. Bon, même si Gérard Piqué en ce moment n'est pas exceptionnel, il peut avoir le mérite de faire remarquer à Dembélé que son hygiène de vie n'est pas celle d'un footballeur professionnel et qu'il n'a pas encore pris conscience qu'il était un footballeur professionnel. Après, il faut espérer que là, pendant ce rassemblement, Didier Deschamps va avoir une décision avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'influence sur son groupe et sur ses joueurs et sur un joueur comme Dembélé. Et je pense qu'il est capable, je peux le critiquer sur ses systèmes de jeu, mais en meneur d'homme, j'ai rien à dire. Et donc, je pense qu'il peut être capable de remettre Dembélé dans le chemin. Mais après, pour le Barça, pour moi, c'était un peu tôt. Et on a beau lui dire qu'il a fait des bons matchs, il aurait dû rester au moins une saison de plus à Dortmund. Tu as peut-être raison, Baptiste. Un départ un peu précipité. En tout cas, juste pour vous rappeler les enjeux, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est quand même 105 millions d'euros hors bonus qui ont été déboursés pour Ousmane Dembélé. 145 potentiellement, avec des clauses assez faciles à atteindre. Donc on s'imagine. À part l'une en cas de victoire de Ligue des Champions.
Voilà, qui s'élève à 10 millions, si je me trompe exactement, pas. Mathias. Donc bien voilà, potassé. effectivement. Voilà, une somme assez énorme, assez astronomique pour un joueur qui était à cet âge-là, âgé de 20 ans, et qui n'avait finalement une saison et demie pro dans les jambes. Donc voilà, assez compliqué pour Ousmane Dembélé. Pensez-vous qu'il peut, au-delà de flopper au Barça, devenir un petit peu stagner au rang d'espoir, un peu comme l'ont été les Marvin Martin, les Hatem Ben Arfa, les choses comme ça, et devenir un flop à ce point-là, quoi. Non, moi je pense que franchement, Ousmane Dembélé, il a beaucoup de talent, c'est indéniable. Je pense qu'il a sa place au FC Barcelone, il a le niveau. Donc, comme on l'a rappelé, c'est surtout l'extra sportif qui joue des tours. On entend encore des histoires cette semaine avec sa maison à Dortmund qui a été laissée dans un état minable. Donc, je pense qu'un départ serait peut-être bien. On parle de Liverpool pour 100 millions d'euros. Je pense que ça peut lui faire du bien s'il a des chances d'être titulaire, si on lui promet du temps de jeu. Peut-être aussi le placer en numéro 10 pour reprendre son ancien entraîneur Courbis, qui avait dit de lui à Rennes que c'était un joueur extraordinaire et qu'il fallait le positionner en 10 parce que c'était un véritable tank. Je pense que ça serait bien, peut-être pas en équipe de France, mais dans son club à Barcelone ou à Liverpool, de l'essayer à ce poste. En tout cas, ça peut le faire. Flo, un dernier point sur le match, malheureusement. Et voilà, coup de sifflet final. Et oui, Mathias, malheureusement, c'est terminé. Les Pays-Bas qui se qualifient pour le carré final de la Ligue des Nations, qui rejoignent donc la Suisse, l'Angleterre, le Portugal. Ça partait bien. Pourtant, l'Allemagne qui menait 2-0 à la mi-temps grâce à des buts signés Werner et Sané. Et en deuxième période, Promesse à la 85e minute et Van Dijk à la 91e minute ont égalisé pour les Pays-Bas, qui avaient donc besoin d'un nul pour se qualifier. C'est chose faite. Les Pays-Bas qui verront les demi-finales de la Ligue des Nations en juin, et l'Allemagne, ça ne change pas, qui est donc officiellement reléguée en Ligue B. En tout cas, les Pays-Bas qui n'ont pas mis grand-chose dans leur match ce soir, mais au moins de la grinta. Voilà, ce qui a certainement manqué à l'équipe de France pour battre ces Pays-Bas en question. Si on n'avait pas été champion du monde, messieurs, j'aurais dit qu'on ne valait pas mieux que la Belgique, mais ce n'est pas le cas, heureusement. On revient à notre débat Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, un flop ou pas? Antoine. Vas-y, Antoine. Non, vas-y, non, t'as pas entendu encore. Il y en avait gros sur le cœur. J'en ai gros sur la patate. Vas-y. Alors, ce que je voulais dire, c'était que Ousmane Dembélé était peut-être manqué encore de maturité. Il a que 21 ans. Et toute personne normale à 21 ans en France, en fait, il est en licence, tu vois. Il n'est pas encore mature, il est étudiant. Il a encore cette mentalité d'étudiant, en fait. Il n'a pas cette mentalité de footballeur professionnel, cette maturité. Et je pense que ce serait une erreur de partir maintenant. Ça le mettrait en situation d'échec. De dire, tu pars de Barcelone, en fait, parce que tu n'as pas réussi au bout de 2 ans. Alors qu'il n'est pas encore en échec à Barcelone. Il tarde à confirmer, c'est seulement ça. Donc, pour moi, c'est pas un flop. S'il a démontré de bonnes performances, de très bonnes performances avec le FC Barcelone, même s'il est régulier, il tarde à devenir régulier, mais quand il le sera, il pourra devenir un très bon joueur au FC Barcelone, devenir peut-être essentiel. Après, c'est pas sûr que le fait de partir dans un club moins important soit forcément synonyme d'échec. On peut se rappeler de Kevin De Bruyne qui était à Chelsea, qui a fait le choix de partir et qui maintenant est à Manchester City et qui a été la saison dernière un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est pas forcément une régression le fait de se donner un peu plus de temps pour apprendre ce que c'est d'être footballeur professionnel. Peut-être à Liverpool avec un coach comme Klopp qui a l'habitude de gérer ces jeunes joueurs qu'il a géré au Borussia Dortmund et qui gère aussi à Liverpool. Peut-être que ça peut lui faire du bien d'être un peu plus cadré qu'en Espagne, où je pense que au FC Barcelone, le cadre est un peu plus flottant. Le cadre est plus flottant au Barça? Je pense, oui. Ok, d'accord. Tu crois? Mettez-vous d'accord, messieurs. Non, mais je pense que le Barça est aussi bien cadré que Klopp. Parce que le Barça, c'est comme une institution, ils laissent pas leurs joueurs faire ce qu'ils veulent. Et comme je te dis, De Bruyne n'a pas été transféré à 20 ans pour 105 millions d'euros. Donc là, tu as encore une pression supplémentaire sur les épaules. Effectivement, c'est assez compliqué pour Ousmane Dembélé. En tout cas, bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Espérons pour le football et même pour les... Ouais, ça va, tu me coupes la parole. Et espérons donc que ce prodige enflamme la planète foot au plus vite, puisqu'on le rappelle, il est français. Allez la France. Messieurs, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la Ligue 1 aussi. Florian, est-ce que tu vas lancer le jingle au bon moment cette fois? Presque. Et donc on parle Ligue 1 à présent, alors que notre cher championnat perd de son Parlons Ligue 1 à présent, alors que notre cher championnat perd de son attractivité et que le suspense n'existe plus depuis l'arrivée des Qataris. Une équipe surprend depuis le mois d'octobre. En effet, le FC Nantes
opère depuis un mois une belle remontée au classement et propose du beau football. C'est plaisant. Tu voulais nous parler de ça, Thibaut? Oui, en effet, Mathias, mais qui va bien pouvoir arrêter le FC Nantes? Alors, c'est une question que peu de gens se posent, mais qui mérite tout de même d'être soulevée. En effet, depuis l'arrivée de Vahid Halilodzic à la tête des Canaries, toute l'équipe marche sur l'eau. C'est difficile à croire, mais ce bougre d'Emiliano Sala se trouve être meilleur buteur du championnat, alors même qu'il devrait être banni des rectangles verts du fait de sa coupe de cheveux, ma foi, assez pittoresque. Mais trêve de moquerie, reprenons un peu notre sérieux. En l'espace d'un mois, celui qui se fait surnommer Coach Vahid a réussi l'exploit de redresser une équipe du FC Nantes pathétique qui enchaînait les défaites sans jamais montrer le moindre signe d'espoir. Spécialiste du sauvetage de clubs à la dérive, le Bosnien, qui s'était fait un nom en remettant d'aplomb le LOSC ou encore le Paris Saint-Germain auparavant, semble une nouvelle fois réussir son entreprise. Sa méthode basée sur le travail et la persévérance plaît aux joueurs et a transformé sa nouvelle équipe sur différents secteurs de jeu. Alors qu'elle était incapable, durant tout le début de saison, de préserver une cage inviolée, la formation nantaise a réussi 3 clean sheets rien qu'au mois de novembre. Le gardien Tatarou Sanou, auteur de nombreuses parades décisives au cours des derniers matchs, illustre parfaitement cette réussite. Offensivement, l'équipe elle a aussi transfiguré, à l'image de son numéro 9, Emiliano Sala. Lui qui traînait derrière lui une réputation d'attaquant maladroit et inefficace, a réussi à faire taire tous ses détracteurs en plantant but sur but au cours des derniers matchs. Il en totalise d'ailleurs 11 à ce stade de la saison, soit seulement un de moins que son total réussi l'an passé dans cette même compétition. Et alors cette réussite soudaine met en effet en lumière bon nombre de joueurs, outre le goléador argentin. Le milieu de terrain Valentin Rongier crève lui aussi l'écran au point d'être annoncé du côté du Paris Saint-Germain au prochain mercato. Alors il faut cependant rester mesuré quant au retour des Canaries dans le haut du tableau. En effet, même si la reprise en main du club est spectaculaire, le retard accumulé en début de saison est conséquent et n'est pas évident à combler. 10e avec 16 points, les Nantais sont 6 points derrière l'OM qui occupe actuellement la 6e place du championnat. De plus, le calendrier à venir n'est pas clément pour les coéquipiers de Nicolas Palois, puisqu'en l'espace d'un mois, le FC Nantes va jouer contre Saint-Etienne, Marseille, Montpellier et le Paris Saint-Germain, rien que ça. Mais restons optimistes et surtout remercions Coach Vahid d'apporter un peu d'attrait et de piment à une Ligue 1 qui perd malheureusement chaque jour de sa superbe. Eh bien, merci Thibaut. En tout cas, oui, c'est vrai, programme chargé pour le FC Nantes. Gros calendrier, mais les Canaries retrouvent des couleurs et ça fait plaisir à voir. Je suppose que, bon, vous imaginez ma question, messieurs, Nantes a-t-il quelque chose à chercher cette saison? Michel, je t'écoute. Je suis pas vraiment fan des enflammades sur les équipes de Ligue 1 quand ils changent un coach et qu'ils ont des bons résultats ensuite. Donc je pense qu'il y a cet effet Vahid justement. Il arrive un nouveau coach qui amène quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Donc c'est clair que ça joue vachement dans l'esprit des joueurs et aussi dans leur jeu. Donc on va quand même pas dire que Rongier il a sa place au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un peu une utopie. Je vois pas si le niveau de Rabiot en ce moment. Oui, mais Rongier, c'est quand même à des années-lumière du Paris Saint-Germain. Salah, il est très gentil, il marque des buts, mais sur le long terme, je ne le vois pas mettre 30 buts dans la saison, ni même 25, hein, mais bon, peut-être que ça peut arriver. Après, bon, c'est sûr, ils ont un gardien extraordinaire, Tatarou Sanou, mais je ne pense pas qu'on peut parler d'Europe pour le FC Nantes. Oh non. Salah n'a pas besoin de marquer 25 buts par saison pour emmener Nantes en Europe. 15-20, ça suffit largement. Et on voit surtout que finalement, pour Nantes, c'est la réalisation d'un projet qui dure depuis 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans qu'ils commencent à développer des joueurs, qu'on commence à avoir un jeu intéressant et qui se classent régulièrement dans le top 10. Souvent, ils terminent mal leur saison, ça fait qu'ils ne sont pas candidats à l'Europe. Mais enfin, ils réalisent, ils sont à une finalité de leur projet presque. Voilà, Antoine, donc tu parles d'un projet. Je tiens juste à rappeler que Nantes a changé 6 fois d'entraîneur en 3 ans. C'est un beau projet. Pardon. Il faut juste que Valdemar Kita résiste à la tentation de virer un nouvel entraîneur avant la fin de la saison et peut-être même à le garder la saison prochaine. Voilà, et là, peut-être que le FC Nantes pourrait bâtir quelque chose sur le long terme. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont un très très bon centre de formation. Ils arrivent à sortir de nombreux bons joueurs. Mais ce qui manque à ce club, c'est sa stabilité au poste d'entraîneur, un projet qui s'installe sur le long terme. Mais peut-être qu'avec Vahid, qui peut avoir du répondant, même s'il y a déjà eu des entraîneurs qui avaient du répondant comme Girard à Nantes sous l'ère Kita. Je pense que ça peut être après l'Europe cette saison, je sais pas, mais sur le long terme, sur plusieurs années, je pense que l'Europe, ça se fait aussi en comparaison avec les autres clubs qui sont en jeu et en l'occurrence là il y a 6 places potentielles, même si évidemment le haut du tableau est trusté par 2-3 équipes. Ouais.
Mais quand tu vois l'opposition, moi je vois déjà pas du tout, Marseille, un Bordeaux aller contester Lyon, Marseille, Lille, Saint-Etienne devant, donc ça fait déjà plus qu'une place potentielle. Montpellier, est-ce que tu vois Rennes, est-ce que tu vois Lyon, tu vois Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Saint-Etienne, ça fait déjà. Oui, mais en l'occurrence, on parle de jouer l'Europe. Jouer l'Europe, ça veut pas dire être qualifié en Europe. Jouer l'Europe, c'est tourner autour de cette cinquième, 10e place. Je vois Nantes faire impossiblement un top 8, un top 10. Je pense tout à fait. Et puis surtout, cette méthode Vaid qui ressemble un peu de près ou de loin à la méthode Bielsa, vraiment hyper centrée sur le travail, l'investissement personnel. Moi, je la vois durer sur le long terme. Et d'après des interviews des joueurs, ils sont vraiment très contents. Dans le jeu, c'est pas les mêmes résultats que Bielsa quand même. Faut mesurer. Bon, merci Hugo. Compare Bielsa et Logic. Bon, messieurs, s'il vous plaît. Il a quand même porté le LOSC au titre de champion de France de Ligue 2. Messieurs, vous savez ce que c'est. On se tait, le gong, on se tait. Voilà. Donc effectivement, on vient de parler du FC Nantes. Le FC Nantes qui a récemment changé d'entraîneur. On a vu les résultats qui s'améliorent nettement. On l'espère en tout cas que les Nantais, les Canaries pourront jouer l'Europe ou du moins s'approcher, faire quelque chose cette année. Et on a Simon en ligne cette fois. Bonjour Mathias, est-ce que tu m'entends? Oui, Simon, bienvenue. Il est 22h56. Tu es bien en direct sur Radio Campus et tu as un coup de gueule à passer. Non, on est dans le SJ Football Academy, pas sur Radio Campus. On est en direct sur le SJ Football Academy dans nos locaux à Las Vegas. Tout d'abord, félicitations pour cette séquence mémorable à laquelle je viens d'assister. C'était magnifique. J'en suis le premier navré. Sur le match de la Belgique, qui est tout à fait moins mémorable, puisqu'on a assisté vraiment à une prestation de faible qualité. C'était vraiment lamentable. Alors, coup de gueule, évidemment, contre l'équipe en général. À l'image de l'équipe de France, c'est un raté complet pour ce match aussi. Match à oublier le plus rapidement possible. Match à oublier, mais il n'en reste pas moins que si on avait fait le minimum, c'est-à-dire perdre avec moins de buts d'écart, on serait quand même dans ce Final Four de Ligue des Nations. Alors, mon pire joueur du match, c'est Nasser Chadli, que j'ai trouvé absolument horrible. Bon, qui, là, il y a l'infirmerie à Monaco, je pense qu'il sera mieux là-bas que sur un terrain, parce que franchement, ça ne vaut pas la peine de se déplacer pour le voir. Après, je dois avouer que ce soir, j'ai pris un énorme plaisir à voir les Pays-Bas recoller au score contre l'Allemagne. Je comprends qu'une Ligue de Nations sans nous, sans vos amis les Belges, sans vos voisins, ça vous intéressait pas. Alors tous les deux, je propose qu'on se retrouve en match amical pour pouvoir remettre notre rivalité en jeu et voir qui mérite réellement cette Coupe du Monde qui a été gagnée sur un match, sur un fait de jeu. Voilà, je tenais à le dire en direct sur Radio Campus. Vous avez gagné la Coupe du Monde sur un fait de jeu. Eh bien, c'est noté, Simon. On te laisse avaler ta rage dans ton coin. Et bien, on raccroche d'ailleurs, non? C'est bon? Et bravo pour la victoire quand même. À bientôt. Merci. C'est fair play. Bon, voilà, on l'écoute pas. Ça reste un Belge malgré tout. Merci à tous. La fin de l'émission s'approche, mais messieurs, tradition oblige, c'est l'heure du quiz. Et messieurs, un quiz pas vraiment particulier, mais un quiz composé de questions d'actualité football. J'espère que, messieurs, vous êtes à fond. Hein. Je vous ai préparé un petit quiz assez sympa. Du coup, il y a 3 équipes, c'est ça, Mathias? Alors, je sais pas. Tu veux qu'on fonctionne par équipe? On peut faire individuellement. Hein. Non, par équipe. Moi, je suis avec Antoine. Allez, ça marche. Qui profite de sa dernière émission. Les équipes, Florian-Antoine. Antoine qui profite de ses 5 dernières minutes en direct. On n'est pas au Barça ici. Les sanctions, elles tombent. Les sanctions, elles tombent. Antoine, fais ta valise. Récupère ton flambeau. Tu es éliminé ce soir. On reprend. Donc les équipes, Florian, Antoine, on a Baptiste, Hugo et la doublette. Moi, je mets ma petite pièce sur cette doublette, c'est Michel Thibault. Voilà. On est là pour la gagne. J'espère bien, messieurs. J'espère que vous êtes à fond. Première question actualité footballistique. On lance les paris, messieurs. Première question. Le Stade de France. Je vous parle du Stade de France. Le Stade de France pourrait être vendu, messieurs. On en a parlé cette semaine. À qui? À la fédération. Fédération. FFF. Et FFR. Ah, j'ai bon, fédération. La réponse d'Hugo est beaucoup plus complète. Je suis désolé. Quelle fédération, Florian? Oui, fédération. La fédération de curling. FFF et FFR, les deux. Il a totalement. S'il vous plaît, messieurs, le Stade de France pourrait être vendu. C'est ce qui a été annoncé cette semaine. L'État actuel détenteur du Stade de France
croulerait sous les charges d'un tel édifice et voudrait s'en séparer pour alléger le contribuable. Et donc, 2 acheteurs potentiels se seraient montrés, la Fédération française de football ainsi que la Fédération française de rugby, qui a abandonné, on le rappelle, en décembre 2016, son projet de grand stade pour la Fédération française de rugby. Rien n'est fait pour l'instant. En tout cas, Hugo Baptiste mène 1-0. Comme d'habitude. Deuxième question, cette fois, culture foot. Rien à voir avec l'actualité. Question simple. Qui est l'équipementier de l'En Avant Guingamp? Patrick. Elle est très belle. Hugo de Gouzel, 2-0. Baptiste, 2-0 également. On embrasse tous les Patrick. On embrasse tous les Patrick de France. Troisième question. Je sais, actualité, puisqu'on en a entendu parler récemment, puisqu'il y avait le match hier soir Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain en féminine que vous avez tous suivi, messieurs, je suppose. Qui est coach de l'Olympique Lyonnais féminin? Renan Pedros. 3-0. 3-0, messieurs. Oh là 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 là. Celui-là, je l'avais pas. C'est énorme. C'est énorme. Celui-là, j'espérais vous mettre une petite colle sur celle-là. Il y a combien de questions, Mathias? Alors, il y a 9 questions. Une question où il faut trouver un joueur en 10e question. Et après, selon les égalités, je peux vous faire chercher d'autres joueurs. Florian, j'espère que tu vas te reprendre. Cette question, elle est pour toi. Question simple, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission. Il est question de Steven Zonzi. Où a-t-il été formé, messieurs? PSG. Le Havre, non. Non. Château chaud. Non, toujours pas. Club actuellement qui évolue actuellement en Ligue 1. Rennes. Non. Guingamp. Nantes. Non plus. Dijon. Non. Bordeaux. Montpellier, Bordeaux. Saint-Etienne. Ah, messieurs, vous êtes... Marseille. Il en manque pas beaucoup là. Vous les avez tous fait. Lyon. Non. Angers. Amiens, bonne réponse. C'est pour la team Thibaut Michel, ça. Bon, ça reste malgré tout très très laborieux. Vous le saviez pas, messieurs. Je pensais que vous le saviez. Bah, Voilà. On en a entendu parler un peu quand Steven Zonzi a un peu émergé, voilà, qu'il a été appelé en équipe de France. En tout cas, on rappelle les scores. Toujours 0 points pour Antoine qui fête sa dernière sélection ce soir et Florian qui a l'air un petit peu triste. Voilà, retraite internationale. Il part là-dessus, ce grand homme. 2 points pour Baptiste et Hugo, talonné de près. 3 points, pardon, excusez-moi. Et 1 point pour Michel et Thibaut. On passe tout de suite à la question suivante. Question actualité. Anthony Modeste est de retour à Cologne. Dans quel club évoluait-il juste avant? Chingwan. Xingjiang, c'est pas le nom exact. Xinjiang. J'ai entendu le nom exact. Je suis désolé de t'annoncer, Florian. C'est Tianjin Quanjian. Il a été dit par Hugo. Hugo qui est tout simplement énorme. J'ai pas dit Quanjian. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour être honnête, j'ai dit Tianjin, mais j'ai pas dit Quanjian. Bravo. Bon, il a au moins. Ouais, mais moi je dis 3 points pour les autres. Mais t'as pas dit Tianjin? T'as rien? Non, mais il a pas de points et moi ça me fait plaisir. Non, il a pas de points. Ah, le point est attribué à personne? Non, 0 point. Ah, Mathias, c'est toi le présentateur, c'est à toi d'imposer les 3 prochaines elles sont pour. Alors, vous savez quoi? J'impose ma décision et je pense que finalement, c'est pas la bonne réponse et le point ne doit pas vous être. Allez, vous êtes joueurs, vous êtes les meilleurs de toute façon, vous allez gagner, je crois en vous. L'information est tombée dans le week-end. Question rapidité, messieurs, on l'a dit au moins 200 fois dans cette émission, où aura lieu la finale de la Ligue des Nations. Porto, j'ai dit, j'ai hurlé, j'ai pas hurlé pour rien. Ça vaut 3. Il n'y avait que des bonnes réponses autour de cette table. C'est sûr que c'était le Portugal, mais il a dit Porto, qui est la ville qui va accueillir. Non, Florian, tu ne grattes pas des points comme ça. Merci. Donc, on récapitule les scores. Toujours 1 point pour Michel et Thibaut, 3 points pour Hugo et Baptiste. Et ça y est, le compteur se débloque pour Florian et Antoine. Porto. C'est serré, messieurs. Ce week-end, toujours, question actualité. Le Rémois Moussa Doumbia a permis à son pays de se qualifier pour la CAN 2019. De quel pays s'agit-il? Côte d'Ivoire. Le Mali. Bonne réponse d'Antoine. Le Mali, tombeur du Gabon, 1-0 grâce à de Moussa Doumbia. Le Mali. Et messieurs, rien n'est fait dans cette émission, rien n'est fait dans ce quiz. Part avec les honneurs. Ça fait plaisir. On enchaîne assez rapidement. Allez, Antoine, allez. On remet pas la musique? Moi j'aimais bien, ça faisait plus officiel. Messieurs, nouvelle question actualité. On a parlé longuement du match France-Pays-Bas. Que titrait le quotidien L'Équipe en une samedi 17 novembre, lendemain de la défaite des Bleus à Rotterdam? Merde, je regarde. Florian, les vulgaires, si les vulgarités, non merci. Non, c'est une mauvaise réponse. Bah voilà, cherchez, on est dans ces eaux-là, mais si vous ne l'avez pas, on va pas le trouver. Pas vraiment de jeu de mots, simplement. Décevant. Douché. Non, bon. Sans âme.
En vacances. Vous ne l'avez pas, c'était retour sur terre, messieurs. Voilà, les Bleus qui étaient sur leur petit nuage voilà, depuis la victoire de cette Coupe du Monde qui retourne sur terre. Voilà. Donc, on en reste là. Cette fois, je vais vous faire chercher un joueur, messieurs. C'est la 10e question. La 10e question. On récapitule rapidement les scores. 2 points pour Antoine et Florian, 3 points pour Baptiste et Hugo. Ferme la marche. Voilà, vous fermez la marche, effectivement. Thibaut et Michel referment la marche. J'ai du mal avec les prénoms, c'est terrible. Alors, je vous fais chercher un joueur. Un joueur qui a marqué son premier but en sélection cette semaine. Bryce Mendes. Non, mauvaise réponse. Oh. C'était en amical face au Venezuela. Alors, je cherche davantage d'informations sur lui. Je vais simplement chercher son nom sur Wikipédia. Je m'excuse, je pensais que le quiz allait être plié avant d'en arriver là. Alors, je suis né le 12 avril 1990. Je suis donc joueur international. J'ai marqué mon premier but en sélection. Je suis défenseur. Je participe à la Coupe des Confédérations 2013, ainsi qu'à la Coupe du Monde 2014 et 2018. Messieurs, j'évolue en Ligue 1. Ça ne vous dit rien pour l'instant? Non. Marquinhos? Non. Kerrer? Fonte. J'ai été formé dans un club non européen. Non européen. Avant d'atterrir en Ligue 1, j'ai évolué en Allemagne. En Allemagne, je dispute 102 matchs avec Hanovre. J'ai inscrit 2 buts. Sakai. Bonne réponse. Oh, magnifique reprise de volée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu l'as vu? J'ai pas vu son but contre le Venezuela. Magnifique, belle reprise de volée sur un coup franc. T'es un peu marseillais. Un peu. Et je dis pas ça pour l'exagération, t'es vraiment supporter de l'OM. Du milieu de terrain. De la défense. En tout cas, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'une fois de plus, Hugo Baptiste écrase ce quiz? Non, moi je propose une dernière question. Tu proposes une dernière question? Non, ils sont meilleurs. Vous savez quoi? Je vous cherche un dernier. Non. Ils ont gagné. Pour le plaisir. Pour le plaisir à parler. Messieurs, pour le dernier. 15 pour le plaisir même. Pour le plaisir, on en fait un dernier. Je propose qu'on aille jusqu'à minuit même. Messieurs, je propose qu'on n'aille pas jusqu'à minuit, mais je vous offre quand même un dernier pour la route. Ne soyons pas trop gourmands. Messieurs, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Je suis né le 19 novembre 1988 à Neuilly-sur-Marne. Donc je suis de nationalité française. J'ai été formé. Ouais, j'ai été formé au FC Nantes. On en a parlé tout à l'heure. Je dispute 100 matchs sous les maillots du FC Nantes. Avant de faire un choix de carrière assez étrange, je pars m'enterrer dans un championnat mineur en Belgique, au Standard de Liège. J'en connais qui vont apprécier. J'embrasse Simon, bien évidemment. Au Standard de Liège, donc j'y arrive le 28 août 2011. Non, j'y arrive. Donc j'arrive en 2011 au Standard de Liège. Je suis immédiatement reprêté 1 an avec option d'achat à l'AS Nancy-Lorraine. Ça fait rêver, ça, clairement. Non, c'est une mauvaise réponse. Messieurs, je vais vous donner une information. Tout de suite, vous allez avoir la réponse. Là, je compte sur vous. Question de rapidité. Juste après mon passage au Standard où je dispute 110 matchs sous les couleurs du Standard de Liège, je m'engage au Dynamo Moscou. Valbuena. Mais non. Ah non, bah si. Non. Non plus, toujours pas, messieurs. Je suis français. Je n'ai jamais joué en équipe de France. Je ne suis pas international. Pourtant, j'y ai disputé 1 match en moins de 19 et 1 match en espoir en 2007 et en 2009 respectivement. J'ai également joué récemment en Turquie. Parcours atypique décidément chez ce joueur. Il s'engage à Antalyaspor en 2017. Non, toujours pas. Formé au FC Nantes, messieurs, je vous le rappelle. Vous le connaissez certainement puisqu'il a été prêté à l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2017. Quoi? Où il y dispute 29 matchs de Ligue 1. William Vainqueur, il a été dit en premier par Antoine. Oui, c'est vrai, Antalyaspor. Messieurs, vous avez eu du mal là-dessus. Je suis assez étonné. Antoine qui est le vainqueur de cette question. Et qui n'est pas pour autant le vainqueur du quiz, puisqu'on le rappelle, c'est Hugo et Baptiste. Je propose qu'on en fasse un dernier. Je suis pas chaud. Mathias, après tout, c'est toi qui diriges cette émission. Effectivement, je dirige cette émission comme je l'entends et je pense qu'il est temps de conclure. Je vous souhaite donc une excellente soirée à tous et nous on se retrouve mercredi à 21h pour une prochaine émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à nos chroniqueurs Antoine, Florian, Hugo, Baptiste, Thibaut et Michel. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir, merci à tous.